bonjour. Je vous fais aujourd'hui une primeur, une première même mondiale. Je vais vous avouer quelque chose d'important, que je n'ai jamais avoué à personne. J'ai obtenu mon MBA à l'âge de 5 ans, à la pharmacie de ma mère. En fait, elle m'a fait travailler dans l'arrière-boutique. Je rangeais les cartons, je rangeais les boîtes de médicaments, mais j'étais toujours attiré par l'avant. Je voyais ce beau comptoir, je voyais ces employés, ces clients qui interagissaient. Et je me disais, c'est vraiment intéressant d'être là-bas. Et elle a senti que j'étais attiré vers cet endroit. Et donc elle m'amène et elle me dit, viens, je vais te mettre un petit marchepied derrière le comptoir. Je te donne une grande boule de boîte d'Aspro. On connaît tous Aspro, c'est pour les maux de tête. Et là, j'ai commencé à apprendre l'interaction humaine, à comprendre les gens et à sentir qui a besoin d'aide, qui a confiance en lui-même. Et j'ai commencé à comprendre qu'après 9 non, on pouvait obtenir un 10e oui. Cette expérience m'a appris énormément de choses, à tel point que je ne le savais pas à cet âge-là, bien sûr. Ça m'a permis plus tard, en tant qu'adolescent, de commencer un petit home business, qui était presque ma première start-up. Mais ma vraie start-up, c'est quand je suis parti faire mes études aux États-Unis, après le bac. Et j'ai commencé un business, encore une fois, avec mes $300 en argent de poche, à obtenir des petites commandes, à droite, à gauche, $800, $1000, etc. Nous sommes encore une fois à la fin des années 80. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'email. Enfin, il y avait ARPANET, mais il n'y avait pas l'Internet avec Netscape, etc., comme on le connaît. Et au bout d'1 an, je fais un petit catalogue que j'envoie, mailing, et je reçois un client, un coup de fil d'un client qui me dit « Viens me voir ». Je vais le voir, se pose la question, et il me fait une commande de $100 000. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'à l'âge de 19 ans, aux États-Unis, quelqu'un qui à peine est en train de découvrir la culture américaine et qui nécessairement n'a pas toutes les connexions qu'il faut, $100 000, c'est énorme. J'étais heureux, mais d'un autre côté, je me disais, comment je vais financer ça? Une entreprise qui a $300 et qui fait tourner des petites commandes n'a pas de BFR, n'a pas de capital, n'a pas d'investisseur. Et donc, cette expérience que j'ai apprise dans cette pharmacie, à l'âge de 5 ans, m'a permis de réunir toutes mes énergies et d'aller vers tous mes fournisseurs à 19 ans et de leur parler avec mon anglais catastrophique à l'époque et d'essayer de les convaincre de me financer. 120 jours, 180 jours. Et j'ai livré cette commande et j'étais tout fier de moi. Mais comme dans toute start-up, si vous l'avez vécu en tant qu'entrepreneur, l'inévitable est arrivé. Je suis tombé sur un gars, c'est ce grand client, qui a décidé de ne pas signer le bon de livraison et de suspendre le règlement. Me voilà aux États-Unis avec des engagements pour presque de $80 000 en train de dire comment je vais faire. Et pendant un peu moins de 6 mois, ce monsieur m'a fait vivre un enfer. On ne dort pas, on ne mange pas, on évite les appels parce qu'on n'a plus de réponses et d'excuses à donner à ses fournisseurs. Et comme par miracle un jour, réorganisation chez ce gros client, et ce monsieur se retrouve affecté ailleurs, et un nouveau monsieur prend son poste, me passe un coup de fil et me dit « Venez, vous allez récupérer votre règlement ». Je vais, j'attends, je sais que je vais récupérer mon chèque. Et quelque chose de particulier est arrivé. J'étais assis dans cette salle, en train de l'attendre, dans cette salle d'attente. Et il y avait un tableau. Et sur ce tableau, il y avait une belle eau turquoise d'une mer, peut-être les Caraïbes, les Bahamas, avec un voilier magnifique. Et ce qu'on voyait, c'est peut-être un mousse, un marin en train de descendre. Un ancre.
Et à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi il est en train de descendre un ancre. Les eaux sont calmes, il n'y a pas de nuages. Est-ce que c'est important de s'ancrer? Moi, je ne suis pas marin, je n'ai jamais compris ça, je ne savais pas. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me rendre compte que cette apparence ne voulait pas dire que les eaux étaient calmes, qu'il y avait des sous-courants. Et donc, je me suis remémorisé un peu toutes ces choses qui m'ont donné la force de parcourir ces 6 mois. Et je me suis retrouvé toujours en train de revenir à cette expérience, de ce comptoir, de ce marchepied, de cette boule remplie d'aspro, et avec la voix de ma mère derrière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça mon encre. C'était cette chose, cette image, qui me permettait de revenir et de me ressourcer et de continuer de l'avant et d'avoir la force d'avancer, quelles que soient les tempêtes. Les ancres, il y en a de tout type, principalement 2 grands types connus aujourd'hui. Les ancres spirituelles, tous les grands mouvements spirituels ont un ancre tangible sur terre, les lieux saints, les grands lieux de spiritualité, et les ancres de famille. Essayez de challenger quelqu'un sur son ancre religieux, vous aurez des réponses assez virulentes, parce que c'est un lien très fort. Par contre, sur des liens de famille, on ne les connaît pas réellement, on ne s'en rend pas compte. L'exemple le plus flagrant, qu'on a peut-être tous vécu dans les médias sur les 2 dernières années, c'était l'exemple de ce grand champion de golf Tiger Woods, qui depuis l'âge de 2 ans, avait son père avec lui. Et jusqu'au moment où il est en train de battre les plus grands records, en train de battre tous les autres joueurs, mais de manière exceptionnelle, il y avait toujours son père. Son père derrière lui, son père en train de le suivre, son père au clubhouse. Et même quand son père était en train de combattre de manière terminale son cancer, il avait admis en conférence de presse qu'il savait que son père le regardait de l'autre côté des États-Unis, en Californie, à la télévision. Mais que s'est-il passé? Le jour où le père de Tiger Woods est mort, quelques mois après, Tiger Woods a tout perdu de son encre. Il a commencé à faire dans la débauche, il a perdu toutes les valeurs familiales que son père lui avait enseignées. Et ça lui a pris presque 2 ans pour s'en remettre. Il l'a expliqué aujourd'hui, qu'il s'en remettait à son encre spirituelle et l'a marqué même d'un petit bandeau autour du poignet. Et en fait, on ne se rend pas compte de son encre familiale qu'une fois qu'on perd cette personne, que ce soit la grand-mère qui vous a fait grandir, la mère, le père, chacun de nous a un lien très fort avec quelqu'un dans un contexte bien spécifique. Alors, dans mon métier de tous les jours, de capital risqueur, d'abord d'entrepreneur et ensuite de capital risqueur, comment je vois ça dans le contexte d'entrepreneur, de fondateur d'entreprise? La réalité des choses, c'est que, oui, on voit le marché, les produits et tout ça, mais ça, ce n'est pas important. Je passe énormément de temps à essayer de comprendre quelle est l'encre de ce fondateur. Pas qu'il va me la donner, mais est-ce qu'il en est conscient? Parce que, comme l'a expliqué Marc tout à l'heure, on n'est pas conscient de la manière dont on marche, jusqu'au moment où on ne peut plus marcher. On n'est pas conscient qu'on a un encre, jusqu'au moment où on en a besoin. Et dans une start-up, il y a des moments sympathiques, mais la plupart du temps, c'est des traversées de tempêtes, l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et si ce fondateur derrière lequel je suis, moi, mes confrères, pour qu'il réussisse, s'il n'a pas cette encre à laquelle il peut revenir pour se ressourcer,
pour retrouver ses repères, pour continuer la traversée malgré les tempêtes et garder le cap sur sa vision, eh bien, c'est très difficile de pouvoir continuer cette aventure avec lui. Et c'est très important de comprendre qu'il est conscient de son ancre et pas nécessairement en train de chercher son ancre au moment où la tempête est là. Parce que là, c'est trop tard. On ne peut plus chercher où tenir une fois qu'on est au milieu de la tempête. Et mon plus grand souci, en fait, c'est de le soutenir, c'est d'être là avec lui, parce que souvent les autres, capital risqueurs autour de la table, paniquent. C'est les premiers à monter le pavillon, paniquent à bord, et de dire, on fait sauter le fondateur. Amenons quelqu'un qui va nous parler le langage de confiance, un manager avec de l'expérience. Combien de startups où les VCs ont enlevé le fondateur, ont continué et ont réussi avec la même vision? Très rarement. Elles deviennent souvent des entreprises banales. L'exemple le plus flagrant, je n'ai pas besoin de le reciter, mais Steve Jobs à Apple, Scully à Apple, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La vision n'était pas la même. L'entreprise s'est perdue. Elle est devenue banale. Mais il y avait cette encre vers laquelle il revient tout le temps. Et les fondateurs doivent revenir tout le temps. Je vous invite à repenser individuellement quelle est cette encre qui vous permet de continuer tous les jours, à laquelle vous pouvez revenir. Parce que plus vous en êtes conscient, plus il devient un élément très important de force, d'énergie, qui vous permet de continuer tous les jours, de vous permet de surmonter tous ces éléments-là. Nous le vivons tous les jours en tant qu'entrepreneurs. Ces tempêtes sont très fréquentes et le fait qu'on ait un ancre nous permet de survivre cette tempête. Et en fait, le MBA que j'ai obtenu à l'âge de 5 ans, c'était un Master of Business Anchoring. Merci beaucoup.